Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Alors, je vois qu'il y a 30 des participants qui sont connectés. Bonjour, bienvenue à ceux qui se connectent. Bienvenue à notre conférence du millésime 2021. Merci. On est à un jour près, on ne peut plus vous souhaiter bonne année, mais quand même, on va vous souhaiter une bonne année 2022. Voici Fabienne Joly qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. N'hésitez pas, vous connaissez maintenant bien ces outils, donc n'hésitez pas à mettre des petits mots dans le chat pour nous dire d'où vous êtes. Voilà, pour vous présenter les uns aux autres. Bonjour Emmanuel, bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Leïla, qui est notre modératrice de chez Fruition. Bonjour Jean-Jacques. Donc, Alors, je suis dans la voiture. Voilà, on va donner encore une petite minute pour que tout le monde ait le temps de se connecter avant de commencer cette conférence. Merci encore à vous tous de participer à ces échanges. De Tarado, dans le Var. Bonjour Frédéric. Les Varois sont dans la place. N'est-ce pas? Moi, je vois pas tout le monde. Alors, si vous allez dans le chat, Fabienne, vous pourrez voir les défilés. Écoutez, ça fonctionne comme ça, on va rester comme ça. On va pas trop toucher, effectivement. Nous ne tentons pas. Bonjour Michel du château de Pourcieux. Ok. Bien, écoutez, on attend encore un petit peu de monde, mais c'est pas grave, on va attendre encore un petit peu. Voilà, que les gens se connectent. Alors Fabienne, vous avez des bonjours Fabienne de la part de Jean-Marc Philippe, je vous le dis, parce que vous ne voyez pas le chat. Ah, bonjour. Et de toutes les équipes de la SCP. Et la Sainte-Victoire est là aussi avec nous. Bien. Voilà, comme voilà, ça fait plaisir, même si on aurait vraiment aimé se voir pour de vrai cette année encore, mais bon, ça viendra. Ça viendra. On pourra les déguster, ces millésimes, ensemble prochainement. Alors, je vous propose voilà, il est 16h04. On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous, bienvenue à cette conférence du millésime 2021. Donc, je suis Alice Rachmadou, de la Société du Canal de Provence. Ça fait quelques années qu'on partage cet événement ensemble et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir quelques nouveaux visages. Alors, vous connaissez nos collègues de Fruition Science avec qui nous organisons cet événement depuis 2016 maintenant. Et nous rejoint dans le bas de Émilie Buron qui va animer cette conférence. Et nous avons surtout le plaisir aujourd'hui, pour la première fois, d'accueillir la nouvelle présidente de la Société du Canal de Provence, Fabienne Joly, qui va nous faire l'honneur d'un petit mot d'introduction. Donc, Fabienne est présidente de la société depuis quelques mois, remplace Philippe Vittel. Et elle a une grande particularité, Fabienne, parmi ses nombreux talents, c'est d'être elle-même vigneronne. Et donc, je pense qu'elle sera c'est un atout encore supplémentaire pour nos échanges et pour participer à nos échanges. Donc, Fabienne, je vous laisse la parole pour introduire cette conférence. Et puis, encore une fois, merci à tous de vous être joints à nous. Et puis, on vous expliquera les petits éléments de modération après cette introduction par Fabienne. Oui, bonjour à tous. Merci Alice de ce gentil mot. Effectivement, oui,
Je suis nouvellement présidente. Ça me fait plaisir d'animer pour moi cette première conférence du millésime 2021. Je regrette effectivement qu'elle soit en virtuel. On préfère toujours les échanges, surtout quand nous sommes aussi nombreux. D'ailleurs, je ne vois pas trop bien les participants, mais j'ai compris qu'il y en avait pas mal, et d'autant plus que je connaissais. Mais quand même, bonjour à tous. Et ça me fait plaisir aussi que ce soit Émilie Buron qui anime cette millésime, parce que je connaissais Émilie d'auparavant et je connais sa capacité d'animation sur la thématique. Bien entendu, je vais surtout remercier les représentants de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les participants des EPCI, les appellations, les chambres d'agriculture et le centre du Rosé, bien entendu, parce que le directeur est lui-même dans mon bureau, parce que nous avons une réunion avant, de participer à cet événement. Donc, la conférence du millésime qu'organise la SCP en partenariat avec Fruition Science a pour objectif de partager avec vous les grandes tendances du millésime 2021 et ses moments clés à la lumière des avancées scientifiques. C'est vraiment un virage à ce niveau-là. Les experts de la SCP et Fruition Science vous proposent d'analyser l'impact du climat sur la vigne et le vin, ainsi que les leviers de chaque agriculteur que possède la gestion du stress hydrique et l'irrigation dans la résilience. Ça, c'est le mot-clé, nouvelle mandature. Et en effet, chaque millésime amène son lot de surprises. Cette année a été bien marquée par le gel, début d'année, mais aussi par des événements climatiques qui sont propres à la Provence, qui sont les vagues de chaleur et le vent. Effectivement, on a aussi sous-estimé la sécheresse qui s'est abattue sur notre pourtour méditerranéen et qui a fait plus de dégâts. On en a moins parlé, mais qui a fait autant de dégâts que le gel cette année. Donc, je vous propose de partager cette expertise lors de cette conférence avec toutes les filières agricoles provençales et, bien entendu, dans la gestion du stress hydrique. Donc, le pilotage des irrigations est l'enjeu majeur de la résilience des vignobles pour le rosé, et pas que, et à la recherche aussi des programmes d'investissement que porte la SCP sur notre territoire. La SCP a le mieux, bien entendu, j'en suis convaincue, de répondre aux besoins des agriculteurs et des filières agricoles, pas que viticoles, mais aujourd'hui on parle de millésime, pour accompagnement, de pilotage des irrigations et surtout l'utilisation efficiente de l'eau dans la modération. Je vous souhaite une bonne conférence et n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis peut-être à une conférence plus proche en présentiel. Merci à vous. Merci beaucoup, Fabienne pour ces mots d'introduction. Et nous allons tout de suite passer dans le vif du sujet. Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie dans un chat que je suis floue à l'écran. Je ne sais pas si c'est le cas. Si vous pouvez me l'indiquer éventuellement en message. S'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire. Émilie, je te passe tout de suite la parole pour introduire cette conférence. Alors, vous avez la possibilité d'interagir avec nous dans le chat. Vous maîtrisez tous cet outil, donc d'envoyer vos petits messages. Marie-Sophie, qui est cachée, et moi-même, ainsi que Leïla, pourront collecter vos questions et les passer aux deux intervenants, Émilie et Thibaut. Donc, Émilie et Thibaut, je vous laisse nous guider dans ce millésime qui a été plein de surprises, pas toujours bonnes, mais qui nous permet, encore une fois, d'apprendre plus pour pouvoir faire de plus en plus face à tout ce que la nature peut nous réserver. Bonne conférence à tous. Merci Alice pour cette introduction et merci à Fabienne Joly d'avoir introduit cette conférence. Lors de cette présentation, nous allons être trois intervenants. Donc, Thibaut Scolache, qui est juste en dessous, donc cofondateur de Fruition Science, qui nous apportera son expertise et son accompagnement, sa vision sur la Provence, mais aussi plus largement sur les domaines qu'il peut accompagner. Alice Ragmadou, donc, qui vient de se présenter et de vous faire la présentation du chat et de comment on va fonctionner lors de ce millésime. Et puis, moi-même, donc ingénieur agronome à la SCP, sur cette présentation. Thibaut, je te laisse présenter le programme et puis je reprendrai la main. D'accord, merci Émilie. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant l'heure qui suit, c'est de décomposer le millésime en une séquence d'étapes.
Donc, pour faire une analogie, on a choisi de comparer finalement la trajectoire de la plante à partir du moment où elle débourre jusqu'à la vendange, un petit peu comme un équivalent d'une course cycliste, avec des étapes qui se suivent et qui ont chacune une influence sur le résultat final. Donc, je vais décrire ça. Je vais éclairer ça dans les prochaines diapositives. Et la deuxième partie, ce sera de mettre en application cette technique de décomposition du millésime en fonction des données locales, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient relatives à la physiologie de la plante, pour voir comment le climat a façonné la réponse de la plante et comment, dans ce contexte climatique, nos interventions ont un impact plus ou moins fort sur l'objectif de production en termes de quantité et de qualité. Donc, une chose importante pour simplifier un petit peu l'analyse, et on va essayer de garder la même approche un petit peu comme un fil conducteur, on considérera que la vigne est finalement un athlète, qu'un coach, ça peut être le chef de culture, ça peut être l'œnologue, ça peut être en gros tout l'écosystème de personnes qui cherchent à accompagner la vigne pour qu'elle effectue la meilleure performance entre guillemets possible au moment de la vendange, vont constituer une équipe. Et en fait, cette équipe, ensemble, elle a pour objectif de parcourir des étapes. Donc, c'est la prochaine diapositive. Ces étapes, en fait, on va les séquencer en une étape. Donc, d'abord, il y a la période 1, ça c'est avant que la vigne ne débourre. Et la période 2, c'est finalement l'équivalent d'une étape d'entraînement de la vigne. À l'issue de cet entraînement, la vigne aura déployé toute sa surface transpirante et elle aura effectué une mise, une assimilation qui lui permettra de mettre en réserve les nutriments dont elle va avoir besoin pour effectuer finalement la prochaine étape qui va démarrer à partir du moment où le développement foliaire s'arrête, mais qu'on n'est pas encore à la véraison. Cette période, qui va correspondre en gros au mois de mi-juin, mi-juillet, enfin jusqu'à la véraison, va être une période pendant laquelle des stress de nature environnementale vont être perçus par la plante. Et ces stress, c'est un petit peu l'équivalent de l'effort que doit fournir un athlète lorsqu'il effectue une étape de montagne, s'il s'agit d'un cycliste. L'intensité de la pente va permettre d'anticiper la violence de l'effort, son intensité, et puis la durée de l'effort va finalement aussi marquer l'intensité du stress perçu par la plante avant que on arrive finalement sur une période un petit peu plus enfin, une période différente qui va être le moment où vont coexister sur la plante des sources, c'est-à-dire des feuilles qui produisent du sucre, et des puits, c'est-à-dire un fruit qui va être un réceptacle pour recevoir les composants, non seulement sucrés, non seulement les composants du métabolisme primaire, mais également les composants polyphénoliques qui arrivent dans le fruit par la voie du métabolisme secondaire. Et tout ça, finalement, c'est ce que va constituer la période 4. Ça va être on compare ça à une étape de plaine parce que c'est une période pendant laquelle on veut que le fonctionnement biologique du fruit et de la plante se déroule sans encombre, sans heurts, pour que la maturité se déroule de manière graduelle et qu'on arrive finalement à la fin de cette étape avec une quantité de sucre par fruit qui est à son maximum. Et ensuite arrive la dernière période, ce qu'on appelle la période 5. Cette période 5, ce qui la marque, c'est une déconnexion hydraulique entre le fruit et la plante. Et donc cette déconnexion, elle a pour fonction finalement de rendre le fruit un petit peu sourd vis-à-vis de la plante, et ce qui va vraiment façonner la dernière étape du potentiel qualitatif, c'est-à-dire aromatique, c'est-à-dire l'intensité en couleur du fruit, ça va être finalement l'influence des facteurs microclimatiques perçus au niveau de la grappe. Donc on appelle ça un petit peu une étape de course contre la montre, puisque selon la durée et selon le temps mis à attendre avant d'arrêter la course, c'est-à-dire de vendanger, on va avoir des évolutions aromatiques plus ou moins marquées, des dégradations ou des préservations de la couleur plus ou moins importantes. Et cette dernière étape, la période 5, n'est pas toujours observée. Ça dépend
de l'objectif de production. Typiquement pour les rosés, on observe qu'en général, cette période 5 est absente, alors que pour les rouges, elle peut s'étendre d'une durée en général de 10 jours à voire 2 mois dans les pays enfin, dans les situations les plus arides. Un autre point, c'est que vous verrez que la période 3 n'est pas toujours présente, elle est millésime dépendant. Et ça va donc caractériser aussi l'impact du climat sur les performances de notre athlète, sur les performances de la vigne. Donc je vais essayer avec Émilie de suivre ce séquençage au fil de la saison parce que vous allez voir que ça nous apporte un cadre analytique qui va nous permettre, année après année, de comparer des millésimes qui se suivent sans se ressembler, mais du point de vue de la plante. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, il a des outils. Il a des outils pour accompagner la vigne alors qu'elle traverse toutes ces épreuves. Ces outils, ça peut être la taille, la fertilisation, l'essimage, les grappages et bien entendu l'irrigation. Et toutes ces interventions vont moduler la réponse de la plante par rapport aux facteurs climatiques et vont exacerber ou au contraire réduire l'intensité des stress environnementaux perçus par la plante. Stress qui, à leur tour, vont engager la plante sur une voie métabolique plutôt primaire. On va plutôt faire du sucre, on va plutôt faire des protéines végétales, ou plutôt secondaire, on va hâter le mûrissement pour que le fruit devienne appétant pour les oiseaux, mais ce qui correspond aussi à une date de maturité un petit peu plus précoce. Et donc, au fil du temps, on va voir comment nos interventions rythment le développement de la plante et puis aussi comment ces interventions permettent de rapprocher l'accumulation des métabolites primaires comme le sucre de l'accumulation des métabolites secondaires comme la couleur. Ou bien comment, au contraire, les conditions climatiques ou le mauvais timing des interventions mènent à une asynchronie, c'est-à-dire un décalage temporel entre le moment où le sucre atteint son maximum et le moment où, par exemple, la couleur mesurée en concentration par centimètre carré de pellicule atteint son maximum. Donc voilà les outils à notre disposition et on va essayer de voir comment on peut améliorer la pertinence du timing de ces interventions. Un autre point important avant de décrire ces durées de courbe, c'est que pour simplifier, on va se positionner dans un contexte où le risque parasitaire est totalement maîtrisé. Donc on sait évidemment que le risque parasitaire amène beaucoup de complexité au travail du vigneron, mais on va considérer que les traitements arrivent au bon moment et donc on va vraiment se focaliser sur la relation que la vigne entretient avec les facteurs abiotiques. Et alors quand on fait ça, quand on fait ce découpage, c'est la prochaine diapo, s'il te plaît, Émilie, on peut caractériser la longueur de chacune de ces étapes et d'entrée de jeu faire émerger des profils qui sont à la fois années dépendantes, mais aussi sites dépendants. Donc, on va choisir en gros 3 régions, symbolisées ici par le sud du Béron, Sainte-Victoire et Littoral, pour voir que finalement, la durée de la période 1, bon, elle est en gros entre 1er janvier, 30 mars sur le littoral et au maximum 1er janvier, 10 avril à Sainte-Victoire. Donc, on a en gros un battement de 10 jours autour de ces dates. Ensuite, on parlera du gel un petit peu plus tard, mais grosso modo, on caractérise la durée de la période 2 d'après des observations et des mesures qui permettent de voir pendant combien de temps la surface foliaire est active et donc d'un jour à l'autre change son fonctionnement. Plus il y a de feuilles, plus il y a d'eau qui sort, plus il y a de carbone qui rentre, si l'activité photosyntétique est en relation avec la transpiration. Et donc, cette période 2 est marquée par une augmentation d'un jour à l'autre du fonctionnement de la plante en termes de photosynthèse et en termes de transpiration, jusqu'à arriver à un point stabilisant dont la date varie. Donc, d'après nos mesures, cette année, on évalue en moyenne, hein, c'est en moyenne évidemment. Après, au sein de chaque région, il faut prendre en considération des spécificités locales, mais plutôt tôt au sud du Béron, autour du 15 juin, 16 juin, ce qui correspond à 444 degrés jour, alors qu'on est plutôt autour du solstice en Sainte-Victoire et au littoral, donc plutôt. Donc vous voyez là des différences, puisque la même date du calendrier civil à Sainte-Victoire
coïncide avec 465-466 degrés jour, alors qu'on est à plus de 600 degrés jour dans le littoral pour un même état physiologique. Donc vous voyez que la plante, quelque part, si on compare le temps thermique à une horloge, la plante a vécu plus rapidement au littoral, à une même date donnée, que à la Sainte-Victoire ou au sud du Luberon, où en gros elle a perçu moins de chaleur. Ensuite, on arrive dans la période 3. Donc cette période 3, elle n'existe pas toujours. Elle peut être plus ou moins longue quand elle existe, et elle marque un stade fondamental pour la programmation du potentiel quantitatif et du potentiel qualitatif du fruit. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'intensité du déficit hydrique, notamment, pendant cette période, va avoir un impact direct sur la taille maximale de la baie à la vendange, donc quelques semaines plus tard, et aussi sur le potentiel pour accumuler des polyphénols. Plus le stress est marqué tout en restant modéré, plus ce potentiel va augmenter. Et à partir du moment où on bascule dans des conditions de stress qui sont trop sévères, ce potentiel s'altère. Donc il y a un optimum à trouver entre désirer un stress en fonction d'un objectif de production. Donc si on veut du rosé, on veut vraiment que ce stress soit très très léger, voire absent. Si on veut un rouge, on va vouloir que ce stress soit un petit peu plus prononcé. Un rouge de garde encore plus prononcé, mais on voudra surtout éviter que ce stress devienne trop marqué, puisqu'à ce moment-là, il va impacter négativement les capacités du fonctionnement de la plante. Jusqu'à ce que ce stress n'ait plus lieu d'être, puisqu'on va arriver à la véraison. Donc ici, vous voyez approximativement autour du 5 août dans le sud du Luberon, autour de 1118 degrés jour, autour de 1200 degrés jour à la Sainte-Victoire autour du 15 août, et autour de 1150 jours au littoral autour du 28 juillet. Donc on voit qu'autour du littoral, ça a été une période beaucoup plus ramassée, beaucoup plus courte, cette période 3, avec des conséquences évidemment sur le potentiel œnologique du fruit. Et ensuite, via la période 4, alors dans le cas de la majorité des sites suivis qui sont dévoués à la production de rosé, on voit qu'en fait la vendange a eu lieu alors que le sucre était en phase d'accumulation active, c'est-à-dire que la plante et le fruit communiquent, et du fruit, de la plante, pardon, un flot de sucre arrive et se décharge dans le fruit de manière graduelle jusqu'au moment de la vendange. On n'a pas observé dans la plupart des cas un arrêt du sucre avant la date de la vendange, ce qui fait qu'on a une fin de période 4 qui coïncide avec le 16 septembre au sud du Luberon et ainsi qu'à la Sainte-Victoire pour des équivalents en temps thermique accumulés légèrement plus bas à la Sainte-Victoire et légèrement plus haut au sud du Luberon, autour de 1600, alors que ce score de 1670 est atteint dès le 2 septembre au littoral et qui coïncide aussi avec, dans pas mal de cas, la date de la vendange. Donc on voit qu'en fait, au fil du temps, le calendrier civil et le calendrier thermique ne coïncident pas quand on fait des comparaisons entre sites. En revanche, intersite, on voit que le calendrier thermique offre beaucoup moins de variations que le calendrier civil. Voilà. Parfait. Écoute, merci Thibaut sur toute l'explication de la méthode et puis la précision de la différence des longueurs de période qui se font à la fois entre millésimes mais au sein d'un même millésime entre sites. Sur toute la présentation, en fait, on va faire une analyse en tendance de ce qui se passe au niveau provençal et puis on fera des zooms sur ces 3 secteurs dont on a parlé, donc sud Luberon, Sainte-Victoire et littoral, pour nous donner des ordres de grandeur, puisque voilà, la Provence, c'est une mosaïque de terroir et de climat. Donc l'idée, c'est d'avoir cette vision générale et de la partager ensemble. Donc n'hésitez pas à rajouter des commentaires dans le chat. On souhaitait vous proposer un sondage sur ce début de présentation sur en fait le millésime 2021. Alice, je te laisse prendre la main sur cette partie. Oui, donc vous avez la possibilité de taper sur l'onglet, il y a chat et juste à côté, il y a sondage. Donc, si vous pouvez répondre à ces questions qui vont permettre de valider un petit peu notre analyse. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce millésime 2021 ? D'abord, réponse 1, c'est un bon millésime en rendement et en qualité. L'option 2, des rendements bas, mais une qualité qui est au rendez-vous.
l'exact inverse de bon rendement, mais une qualité moyenne. Et l'option 4, vivement 2022, une qualité impactée et des rendements bas. Voilà, donc si vous pouvez, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage sur votre situation ou quand vous êtes conseillé, voilà, une moyenne de ce que vous avez pu constater. Et on pourra discuter les résultats de ce sondage un peu plus tard dans la présentation. Effectivement, donc on vous propose là de... Vas-y, pas de problème. On vous propose donc... On vous propose donc de partager la suite de l'analyse et donc de reprendre période par période suite à ce que Thibaut donc, vous a expliqué. N'hésitez pas à participer au sondage. On regardera vos réponses en fin de présentation pour l'intégrer à nos échanges. Donc la période 2, comme l'a expliqué Thibaut tout à l'heure, on est sur une période de développement de la surface foliaire. Donc on est vraiment sur une période de formation et de programmation de la vigne pour mettre la vigne en fait dans les meilleures conditions pour la suite du millésime. Et donc l'idée c'est d'avoir un entraînement qui soit progressif à la sécheresse pour que la vigne soit dans des bonnes conditions par la suite. On sait que sur cette période 2, en fait, c'est vraiment le climat qui va déterminer cette qualité d'entraînement et définir le potentiel de la course derrière. Donc, c'est ce qu'on va regarder juste après. Donc, sur la période 2, on a deux grands indicateurs qui vont être déterminants sur le développement végétatif de la vigne. Donc, c'est bien sûr l'eau et l'accumulation en temps thermique. Donc, en fait, on a 4 grandes situations possibles, à la fois sur un variant entre peu d'eau et beaucoup d'eau, et puis une accumulation en temps thermique lente ou rapide. Donc, cette année, on va le voir sur les diapositives suivantes, mais en 2021, on a vraiment été sur donc la situation 3. On a eu beaucoup d'eau, bien sûr, c'est relatif, mais en tout cas, sur nos historiques par rapport à la Provence, on a eu beaucoup d'eau, et par contre, une accumulation en temps thermique lente. Donc, c'est ce qu'on va regarder juste après dans les slides pour voir quel a été l'impact en fait de chacun de ces indicateurs sur le déroulé de la période. Donc, au niveau des pluies, si on regarde donc les graphiques, donc c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, on a eu des pluies qui ont été plutôt hautes par rapport aux moyennes historiques. Donc, on a été en moyenne, au niveau de la Provence, à 200 mm de pluie sur cette période. Donc, plutôt des fortes pluies en contexte provençal, avec bien sûr des disparités locales. On le voit sur le tableau juste à droite, avec des niveaux de précipitation qui vont être différents d'un territoire à l'autre. Mais globalement, on a eu ces pluies ont permis vraiment d'avoir un niveau de remplissage du réservoir racinaire qui était élevé. Et donc, ce paramètre pluie n'a pas été limitant dans le cadre du développement végétatif. Ça a vraiment, en tout cas, c'était l'un des critères qui allait mettre en place un potentiel de développement important de la surface foliaire. Donc, si maintenant on regarde l'indicateur temps thermique, et avant de regarder tout ce qui s'est passé effectivement lors de cette période 2, un des événements qui vous a tous marqué, c'est bien sûr le gel des nuits du 7 et du 8 avril. Donc là, on voit en fait sur cette cartographie ici donc l'hétérogénéité, la variabilité spatiale de l'intensité du gel sur le territoire. On a bien sûr donc plutôt au niveau du littoral des territoires qui n'ont pas forcément gelé, mais qui ont été retardés dans leur développement végétatif. Et puis après, une intensité du gel qui a été variable sur les territoires, mais la plupart des territoires ont été touchés, donc sur des températures qui ont pu descendre jusqu'à des -8, -10, voire plus bas localement. Et donc, derrière, ça a impliqué un deuxième débourrement sur les secteurs touchés par le gel. Et ces nouveaux débourrements ont été aussi étalés par rapport à la date de taille. Si les bourgeons avaient débourré tôt ou pas, et donc cette intensité du gel a été plus ou moins impactant, et aussi en fonction de la précocité du territoire.
Donc, ce qu'on s'est dit précédemment, c'est que la pluie n'était pas voilà, un facteur limitant au développement végétatif. Par contre, ce qu'on a vu en fait sur cette période 2, en fait, elle s'est passée en quelque sorte en 2 temps. On a eu une première période, donc sur avril-mai, où on voit, donc là, on a extrait des cartographies en fait d'accumulation en temps thermique sur les mêmes périodes entre 2020 et 2021, avec quand on a des couleurs chaudes, en fait une accumulation en temps thermique plus importante. Donc quand on compare ces 2 années, on voit bien qu'en 2021, on a eu un retard et un développement végétatif qui s'est fait de manière très lente jusqu'à fin mai. Si on passe à la diapositive suivante, la tendance est vraiment inversée sur la suite du millésime. Donc au niveau du mois de juin, donc là on a vraiment eu une accumulation en temps thermique qui s'est faite de manière plus importante en 2021 qu'en 2020 sur les mêmes périodes. Et donc là on a vraiment eu cette phase d'accélération, de développement végétatif qui s'est fait plutôt plus ou moins de manière rapide à partir de début juin en fonction des secteurs, mais on a eu vraiment cette pousse qui a pu avoir un impact notamment sur les travaux vignobles par la suite. Donc, si on fait une synthèse des impacts en fait de cette période 2 où on a eu beaucoup d'eau, mais une accumulation en temps thermique qui s'est fait de manière lente et donc qui a pu impacter ce développement végétatif. En fait, on va regarder à chaque fois 2 critères lors de cette présentation. Quels ont été les effets sur la vigne et quels ont été les effets sur la production de vin pour la suite. Donc, comme on l'a vu juste avant, on a eu ce développement végétatif qui s'est fait de manière prolongée avec un potentiel de mise en place d'une grande surface foliaire. Voilà, on avait l'eau. À partir du moment où la température en fait s'est accumulée peu à peu au mois de juin, on a eu vraiment un potentiel et une mise en place de grandes surfaces foliaires sur la plupart des territoires. Et donc, ces surfaces foliaires importantes accroissent les besoins en eau pour le reste de la saison, pour pouvoir gérer la capacité photosynthétique et toutes les étapes que la vigne va devoir mettre en place derrière. Au niveau, si on se focalise là sur l'effet sur la production du vin, donc là, dans le cadre d'un objectif de production rosée de Provence, on était plutôt dans un contexte favorable, puisque ces pluies importantes ont permis d'orienter vers des volumes de baies assez conséquents, et donc un chargement en sucre potentiel derrière qui soit favorable au rosé. Peut-être Thibaut, ce que je te propose, c'est de nous expliquer juste après quelles sont les grandes conclusions pour cette période 2 et puis quels outils on peut avoir pour prendre des décisions lors de ces périodes. D'accord, c'est toujours sur cette diapositive. Hein. Ah non, voilà, très bien. Donc, en fait, en conclusion, ce qu'a dit Émilie, c'est que la période 2, il faut reconsidérer un petit peu son importance. Finalement, c'est le début de la saison, mais finalement, à la fin de la période 2, on a posé les bases des conditions dans lesquelles les prochaines étapes allaient se dérouler. Ça veut dire que quand on arrive à la fin de la période 2 avec une petite surface foliaire, on va avoir certainement une période plus importante de stress, une période 3 plus importante, et donc plus de levier pour réduire la taille de la surface des baies, et le potentiel polyphénolique. Alors que dans la configuration qu'on vient de décrire, on sait d'ores et déjà, on ignore quelles vont être les conditions de la P3, de la P4, de la P5, mais on sait d'ores et déjà qu'on a exclu du champ des scénarios possibles une trajectoire durant laquelle on allait avoir une très longue période 3. En revanche, la période 3 va être courte et sur des vignes qui ont une grande surface foliaire. Donc, ça veut dire que cette période 3 va être propice à des changements soudains du statut hydrique. Donc, un petit peu plus explosif de manipuler le potentiel hydrique parce qu'on a des vignes qui sont un peu surdimensionnées. Et ça, c'est une conséquence de ce que Émilie nous a montré, beaucoup d'eau et une accumulation thermique d'abord lente, puis qui s'accélère sur la fin. Donc, en fait, on a une capacité à extraire de l'eau du sol par ces plantes, par ces athlètes, qui va être extrêmement forte. Et donc, quand on rentre dans la phase suivante, la phase 3,
ça va être potentiellement plus explosif, plus dangereux de maintenir un niveau de satisfaction hydrique qui va être modéré. Alors, comment on anticipe qu'on va être sur une trajectoire plutôt dangereuse ou plutôt longue, mais plus facile à gérer parce que la taille de la vigne est un petit peu réduite? Bah, tout simplement en mesurant la vitesse d'allongement des rameaux, en utilisant des observations visuelles relatives à l'activité méristématique et en les accompagnant pour les contextualiser de mesures spécifiques sur la plante. Et ça nous permet d'avoir des indices qui vont nous permettre de jalonner en fait un millésime par rapport à un autre et de moduler le moment de nos interventions pour prendre en considération l'impact long terme sur l'ensemble de la saison d'une période plutôt ramassée ou au contraire plutôt étalée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de meilleures pratiques pour la période 2 de 2021? Ben, cette abondance d'eau euh, euh, ajoutée à beaucoup de températures cumulées, ben, nous mettent dans un contexte favorable pour ne pas légitimiser des irrigations pendant cette phase d'élaboration de la surface foliaire. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, ben, c'est comme on a en général beaucoup d'eau, ce qui permet d'étirer la durée de la période 2, ça permet de conforter l'œnologue ou le chef de culture dans le maintien d'un herbement dans la plupart des cas. Je ne parle pas des cas où l'enherbement a grillé parce qu'il n'y avait pas du tout d'eau, bon, ce qui sont des cas un petit peu plus à la marge, mais qui ont aussi été observés. Je parle vraiment en termes généraux. Et une autre pratique, ça a été finalement de retarder le moment des travaux en verre. Pourquoi? Parce que si on avait rendu un petit peu plus précoce les travaux en verre, on aurait réduit petit peu plus précocement la taille de la surface foliaire transpirante. En réduisant la taille de la surface foliaire transpirante, on maintient un petit peu plus longtemps des niveaux d'eau disponibles dans le réservoir racinaire pour la plante, ce qui a pour effet d'augmenter la durée de la période 2 et donc de maintenir la plante dans un état végétatif un peu plus longtemps, dans un état juvénile un peu plus longtemps, ce qui n'est pas forcément désirable si on veut une légère P3 afin d'augmenter le potentiel qualitatif du fruit. Bien entendu, en retardant le moment des travaux en verre, on accélère le moment de la vidange du réservoir racinaire, ce qui permet peut-être aussi de réduire le moment jusqu'où la plante se développe et dans une année à fort risque de pression phytosanitaire, c'est aussi désirable. Donc, l'impact du moment des travaux en verre va avoir non seulement un impact sur le moment d'apparition du premier déficit hydrique, mais aussi doit être contextualisé en fonction du risque phytosanitaire, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des canopées qui soient trop compactes, surtout s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui est favorable au développement des parasites. Mais en règle générale, c'était plutôt une bonne idée de retarder le redimensionnement de la réduction de la surface foliaire transpirante. Ok, merci Thibaut pour ces commentaires. Une question de Richard sur le deuxième débourrement qu'il y a eu après le gel. Est-ce que ce débourrement peut être variable? Est-ce que vous avez constaté qu'il pouvait être variable suivant les cépages? Ou c'est vraiment des situations très locales qui ont prévalu et pas un effet cépage? Ben, je pencherais plutôt pour la deuxième observation parce que finalement, c'est l'intensité du gel qui a été maîtresse. Alors oui, si le gel avait été strictement identique partout, on aurait vu des variations en fonction du cépage, mais il y a eu un tel contraste dans l'intensité de la vague de gel que au premier degré, le premier ordre, c'est vraiment à quelle température extrême on est tombé, et c'est ça qui a marqué. Qui a vraiment marqué le contraste entre les régions. Après, si pour une région donnée, on a exactement la même température, oui, il y a des cépages qui vont redémarrer avant d'autres, mais ça s'explique en fonction de la température de base qui est nécessaire pour remettre en marche la plante. Et là, on ouvre une boîte de Pandore, c'est un sujet de recherche actuel, mais dans les faits, c'est la variabilité spatiale du gel qui a vraiment eu l'influence dominante. Je compléterai aussi la réponse de Thibaut en disant que l'effet cépage, en fait, il est surtout sur la précocité du débourrement du cépage et qui a pu avoir un impact justement à ce moment-là. Si on était à quelques feuilles étalées ou même voilà, au niveau sortie du bourgeon ou bien avant, ça aura forcément un impact
sur la suite du millésime, et donc l'intensité sera différente. Enfin, l'impact de Ah oui, sera différent. merci Émilie. C'est vrai que moi j'avais compris la question en termes du deuxième débourrement. Donc j'avais répondu à la question en termes du deuxième débourrement. Bien sûr, merci d'avoir expliqué que le premier débourrement, lui, en revanche, il était très très modulé en fonction du cépage, bien entendu. Et donc la différence va éventuellement se maintenir. Sur les conclusions du coach en P2, c'est des conclusions pour des gens qui ont la chance d'avoir un accès à de l'irrigation. Est-ce que la stratégie pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'irrigation peut être un petit peu différente? Quand on n'a pas accès à l'irrigation, en fait, l'irrigation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offre un levier supplémentaire pour manipuler le statut hydrique de la plante via l'offre, qui peut être variable. On peut offrir plus ou moins d'eau. Mais quand on n'a pas ce levier sur offrir plus ou moins d'eau, on peut quand même toujours avoir le levier augmenter ou réduire la demande en eau. C'est-à-dire augmenter la taille de la surface foliaire transpirante ou la réduire. Seulement, on n'a qu'un levier au lieu de deux. Quand on a l'irrigation et la capacité de faire varier le moment et l'intensité de l'essimage, par exemple, on peut jouer sur l'offre et sur la demande simultanément, ce qui nous permet d'être un peu plus fin dans le réglage. Quand on n'a pas l'irrigation, l'idée, là, c'est peut-être en fonction du moment où on souhaite voir apparaître le premier déficit hydrique, réduire quand on veut réduire la surface foliaire transpirante, quand on souhaite retarder le moment de cette apparition, ou au contraire, laisser la vigne se développer de manière importante plutôt tôt dans la saison, parce qu'on sait que ça va accélérer la consommation hydrique au niveau du réservoir racinaire, et donc précipiter le moment d'apparition d'un déficit qui va réduire la conductance stomatique et donc faire entrer la plante dans un déficit hydrique. Donc finalement, quand on n'a pas irrigation, ma réponse, ça serait jouer avec un peu plus de finesse sur la demande. Donc la demande, il y a deux choses qui la caractériseront. C'est comprendre la demande climatique, c'est-à-dire l'effet combiné du soleil, des photons qui tombent, de la température et de l'humidité relative et du vent. Tout ça, c'est englobé dans le calcul de la demande climatique. Et contextualiser cette demande climatique pour un site donné en fonction de la taille de la surface foliaire transpirante. Et donc, si on a beaucoup d'eau qui est demandée par le climat, ça veut dire que l'évapotranspiration de référence est élevée. À ce moment-là, on a peut-être tendance à précipiter le moment où on va réduire la surface foliaire pour aider la plante à garder plus d'eau pour plus tard. Et inversement, quand on a trop d'eau. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille voir la suite des événements avec cette période de stress, la période 3. Donc, c'est parti pour cette étape de montée comme vous l'a présenté Thibaut précédemment. Donc, la période 3, c'est vraiment la période donc, de stress hydrique qui sera donc à moduler en fonction de l'objectif de production. Dans le cadre du rosé de Provence, effectivement, on va plutôt rechercher un stress qui va être limité pour favoriser à la fois des plus grosses baies et puis un potentiel au niveau des précurseurs aromatiques qu'on recherche particulièrement sur cette couleur. Super. Donc, lors de cette période 3, en fin de compte, on va regarder 3 grands indicateurs qui vont vraiment déterminer la performance de cette période. Donc, il y a le facteur eau qui rentre toujours en compte. En fait, au niveau de la pluviométrie, on était dans les moyennes, comme à l'habitué. On était en dessous de 20 mm en tendance sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas un paramètre qui a été déterminant lors de cette phase, puisque en fait, ça se passe toujours de cette manière-là en Provence. On va s'attarder plus longuement sur 2 grands facteurs et notamment sur l'impact de leur combinaison. Donc, les vagues de chaleur. Donc, les vagues de chaleur, c'est bien ce qu'on appelle l'effet four ou l'aridité de l'air, donc qui est différent de la sécheresse. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle au niveau des canicules, ces conditions en fait vraiment desséchantes qui vont être défavorables à la vigne. Et puis le facteur vent, qui est très important sur nos territoires en Provence. Et donc, la combinaison de ces 2 facteurs peut avoir un impact important sur cette période 3, et c'est ce qu'on va regarder ensemble juste après. Donc, au niveau des vagues de chaleur, ce qu'on peut observer en fait sur le graphique, c'est que en moyenne, on a plutôt eu une demande qui a été modérée. On le voit là en 2021, on était en termes de nombre de jours avec des vagues de chaleur en deçà de ce qui s'est passé en 2019, notamment en 2019, mais aussi en 2020. Donc ça, c'est en termes de moyenne. Par contre, quand on regarde et qu'on
approfondit cette analyse, on voit qu'on a vraiment eu des disparités sur les différents territoires. Donc, au niveau du Sud-Luberon, on a eu très peu de vagues de chaleur. Par contre, sur cette période 3, la Sainte-Victoire a eu un nombre de jours de vagues de chaleur très important comparativement aux autres territoires. Donc, c'est vrai pour la Sainte-Victoire, c'est aussi vrai pour le Haut-Var, sur ces secteurs un peu plus tardifs avec des vagues de chaleur qui ont été un peu plus nombreuses. Sur le deuxième paramètre, donc, qui est le vent, donc globalement, en termes de vagues de chaleur, en moyenne, on était plutôt sur quelque chose d'assez linéaire et de ce qui se passe habituellement, moyennant voilà, cette empreinte sur le Haut-Var et la Sainte-Victoire. Quand on regarde le vent, en fait, là, on a vraiment eu une empreinte sur le millésime 2021 de vent important. Si on compare à 2020, on a eu 3 fois plus de jours de vent fort que l'année précédente, avec 2 grandes périodes de vent, une période plutôt fin juin, début juillet, et puis une période autour du 14 juillet. Là encore, ce qu'on voit, c'est que bon, là en moyenne, on a été on a eu plus de jours de vent que les 2 années précédentes. Et localement, on a aussi des disparités avec en Sainte-Victoire, là encore, un nombre de jours de vent fort important. Donc, la combinaison de ces 2 facteurs a amplifié en fait la demande climatique particulièrement sur ce secteur et les besoins en eau ont pu être plus importants puisque la vitesse de vidange du réservoir racinaire a pu être plus rapide sur ces secteurs. Donc, si on passe justement aux impacts de cette période 3 qui était plutôt courte par rapport aux historiques, avec un risque de stress qui était variable comme on vient de le voir. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'est que en fait, tout au long de la P2, de la période 2, on a eu des conditions favorables à un développement végétatif important. Donc, on a eu des surfaces foliaires importantes qui se sont mises en place et donc une vitesse de vidange du réservoir racinaire qui s'est fait de manière rapide, en plus des éléments que je vous ai présentés lors de cette période 3, donc les vagues de chaleur et le vent. Ce qu'on a pu voir en tendance, c'est que donc, au début de cette période 3, on n'avait pas de besoin d'irrigation. En fait, on profitait encore des conditions de la P2 et puis de ces jours encore avant ces grandes vagues de chaleur et ces jours de vent. Mais par contre, en fin de P3, sont apparus des besoins d'irrigation sur la totalité des secteurs. Ce qu'on peut voir après sur la partie production de vin, donc c'est que le contexte était encore favorable au vin rosé, puisqu'on n'a pas eu d'épisode comme 2019, avec bien sûr l'irrigation de fin de P3 qui était nécessaire, sinon les secteurs ont pu être affectés par ces conditions desséchantes. Thibaut, peut-être je te laisse me compléter sur ces impacts et puis sur ce qu'on peut mettre en œuvre par rapport à cette période 3. Oui, parce que tu l'as bien dit, l'analyse de l'intensité de la demande climatique en P3 montre qu'on a quand même un alignement de facteurs qui est assez explosif, puisqu'on a à la fois hérité à la fin de la P2 de plantes qui consomment beaucoup d'eau sur un pas de temps journalier. Et en plus de ça, on a une demande climatique qui est plus forte que ce dont on a l'habitude de voir. Donc, les conditions sont réunies pour rapidement observer ce qui était le risque en fait d'être dans ce scénario à la fin de la P2, des plantes qui vont passer assez brutalement d'un état où tout va bien sur le plan hydrique à un état où tout va mal. Et ce, d'une manière soudaine, c'est-à-dire en 2 ou 3 jours. Donc ça permet de souligner que finalement, même si on a eu beaucoup d'eau en P2, il ne faut pas s'endormir parce que c'est des millésimes qui sont dangereux, qui sont explosifs, si on n'a pas le moyen soit de réduire au bon moment la demande en eau perçue par la plante, ou au contraire de soulager ce besoin d'eau par la plante qui est déficitaire par une irrigation positionnée au bon moment. Donc en fait, on est là à un des points clés du millésime, ça va être un des marqueurs de ce millésime. C'est un millésime où le moment de l'irrigation en période 3 va être absolument pivot. Donc en fait, c'est un petit peu ça qu'on a voulu rassembler.
il va falloir être bien calé sur l'appréciation de la longueur de cette période 3. Est-ce qu'elle dure 2 semaines? Est-ce qu'elle en dure 5? Si elle en dure 5, c'est plus dangereux, surtout si on a des grandes vignes. Et si elle en dure 2, c'est peut-être moins dangereux, sauf si on a des variations très, très brutales d'un état où tout va bien à un état où tout va mal. La bonne nouvelle, c'est que quand on a une P3 courte, on a moins de temps, là, la fenêtre est plus réduite pour voir se développer des déficits hydriques. Donc, c'est ce qu'on recherche quand on cherche un profil aromatique de rosé, plutôt des grosses baies, peu de stress en période 3. En revanche, dans les situations qui sont un petit peu plus limites, il faut être sûr de soulager le stress hydrique au bon moment parce que si on ne le fait pas, on risque de dégrader de manière irréversible pour l'ensemble de la saison le fonctionnement de la plante. C'est-à-dire qu'on va avoir des plantes qui, à partir du moment où le déficit hydrique a été perçu comme étant trop fort, vont avoir leur performance en termes de conductivité hydraulique, en termes d'efficacité photosynthétique qui vont être réduites, et ce pour l'ensemble de la saison. Ce qui amène ensuite à des perturbations pendant la maturation, voire des asynchronies encore plus importantes entre le moment d'atteinte du pic de sucre et le moment d'atteinte du pic de la couleur ou du pic aromatique. Donc, il ne faut pas se manquer quand on a la chance d'avoir le levier irrigation et bien connaître ses sites, surtout quand on arrive sur une P2 où il y a eu une abondance d'eau disponible. Ok. Et donc, sur la date d'irrigation, justement, Marie, tu peux passer la slide après. Voilà. Tu disais que voilà, ça peut être très impactant en fait d'être ou trop tôt ou trop tard. Voilà, si tu peux nous donner quelques éléments. Donner, merci Alice, pour donner des clés de lecture, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on risque si on irrigue trop tôt? Pourquoi ne pas se surprotéger, mettre la bretelle et les ceintures et irriguer? Le problème, c'est qu'on est dans une perspective où le changement climatique doit nous habituer à améliorer finalement la résilience de la plante à des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fréquentes, qui vont être de plus en plus importantes, de plus en plus sévères, et des conditions de disponibilité en eau qui vont être de plus en plus variables. On va avoir des hivers secs, des hivers très, très humides, on ne va pas trop savoir comment ça se passe. Donc dans ce contexte un petit peu perturbé, il faut surtout capitaliser sur chaque occasion d'entraîner la vigne à stimuler ses points d'absorption racinaire profonds. Pourquoi? Parce que les niveaux du sol profond sont les niveaux qui se dessèchent le moins rapidement, et puis sont aussi des points où le déclin de l'eau du sol va se faire de forme plus graduelle par rapport aux horizons qui sont plus superficiels, où on a des fluctuations dans la teneur en eau du sol qui sont beaucoup plus importantes en peu de temps. Donc finalement, pour rendre les vignes résistantes, il faut vraiment stimuler la réorganisation de la structure racinaire de sorte que les sites d'absorption racinaire soient le plus profond possible. Et ça, on le fait en espaçant le plus possible les dates entre nos irrigations. Et surtout pas en maintenant l'horizon superficiel humecté le plus souvent possible, parce que ça envoie un signal à la plante de développer son architecture racinaire en surface, ce qui est précisément le plus à risque pour la plante, puisqu'on va passer très rapidement des situations où il y a abondance d'eau à des situations où il n'y en a plus. Et ça a un impact direct sur la conductance stomatique et sur le bon maintien de la teneur en eau des tissus. Donc, si on irrigue trop tôt, quelque part, on se tire une balle dans le pied, on rate une occasion d'entraîner le vignoble à être plus pérenne dans le long terme, c'est-à-dire sur de multiples années. Donc, c'est ça le point A. On va se donner les moyens, en n'irriguant pas trop tôt, de rendre le vignoble plus résistant à la sécheresse. Et ensuite, si on irrigue trop tôt, forcément, on retarde le moment d'apparition du déficit hydrique qui, lui, tant qu'il est modéré, est désirable pour augmenter le potentiel qualitatif du vignoble. Attends, tu peux revenir en arrière? Voilà. Sur le fait d'irriguer trop tard, quelle est la pénalité si on irrigue trop tard? Là, si on irrigue trop tard, on arrive à un moment donné où la conductance stomatique est tellement réduite qu'il n'y a plus assez de carbone qui rentre dans la plante. Et donc, non seulement la transpiration est réduite, mais le fonctionnement photosynthétique est également réduit. C'est-à-dire qu'il y a moins de sucre qui est synthétisé dans la plante. Et si on pousse vraiment le bouchon un peu loin, on peut commencer à voir apparaître des dégradations de cette conductivité hydraulique. Et en termes techniques, on voit des bulles d'air qui apparaissent et qui viennent boucher les faisceaux vasculaires et donc qui viennent perturber la bonne circulation de l'eau dans toute la plante.
et qui vont aussi réduire l'activité photosynthétique. Ça va aussi impacter le maintien des feuilles autour des grappes. Et on sait très bien que si on a une surexposition des grappes à la lumière et aux hautes températures, on aura beau faire le meilleur travail possible au vignoble, à la fin, en P4 et en P5, si la vigne se fait tabasser par des conditions climatiques extrêmes, tout le potentiel aromatique et couleur va être dégradé. Donc ça menace le maintien de la bonne composition du fruit, donc du bon déroulement de la maturité des fruits, d'une part parce que la photosynthèse risque d'être négativement impactée, et d'autre part, même si on a une bonne photosynthèse, parce que la surexposition des fruits à la lumière et haute température va avoir un effet dégradant sur le rendement et sur la qualité. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un optimum entre ni trop tôt ni trop tard. Merci Thibaut. Je crois qu'il y a une slide juste après, justement, sur ce qui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que cette première décision d'irrigation est toujours difficile à prendre. C'est aussi pour ça qu'on essaye de publier des bulletins en saison pour appuyer la décision du viticulteur. Et Fabienne Joly en parlait en introduction. Hein, on encourage vraiment une irrigation de résilience qui va permettre de construire la capacité de résistance à la sécheresse de la vigne au fur et à mesure. Et c'est bien ce que tu as illustré avec ce choix de la date de la première irrigation. Donc là, j'aimerais rajouter peut-être un mot, parce que j'ai surtout raisonné en termes de physiologie de la plante, mais en terminologique, qu'est-ce que ça veut dire d'irriguer trop tôt en période 3 ou trop tard en période 3 ? Si on irrigue trop tôt en période 3, on va tellement alléger le déficit hydrique qu'on va retarder la phase de coloration des baies et on va finalement étirer le moment où la maturation sera complète. Et qui dit période 4, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'accumulation active des sucres va être observée, qui dit période 4 rallongée et retardée, dit augmentation des risques d'exposition de la grappe à des canicules. Donc, on se rend bien compte que la période 3, c'est un petit peu comme la pédale d'accélérateur de la maturation. Si on arrive à maintenir un stress en période 3 modéré, on va accélérer le moment d'apparition de la période 4, ce qui va nous permettre de réduire finalement la taille de la fenêtre pendant laquelle le fruit et la plante vont être en communication pour accompagner l'exécution de la bonne maturation. En revanche, si on accélère trop ou pas assez en période 3, ça va avoir un impact sur le nombre de jours à attendre afin d'atteindre la bonne maturité, et ça nous met dans une situation statistiquement plus à risque, puisque soit on va avoir plus de chances de rencontrer des vagues de chaleur avant la vendange, ou si les conditions sont favorables à une pression parasitaire en fin de saison, augmenter les risques de pourriture. Et enfin, si on irrigue trop tôt, on ne se donne pas les moyens de révéler ce qui est unique à notre terroir, puisqu'en fait, on va écraser avec cette abondance d'irrigation les spécificités liées aux conditions pédologiques du terrain. Il y a certains sites qui vont, par la nature de la texture du sol et son interaction avec les points d'absorption racinaire, engendrer des déficits hydriques graduels, précoces, mais qui vont avoir un impact sur le profil organoleptique du fruit et donc sur le potentiel œnologique du vin. Et ces différences-là ne vont pas être révélées si on neutralise finalement avec un trop plein d'eau le fonctionnement hydrique de la plante. Et de l'autre côté, trop tard, on risque de perdre le rendement par dessèchement des baies et la qualité par surexposition à des hautes températures et au soleil. Et ce qui se traduit par des vins peut-être moins colorés, peut-être moins aromatiques, ou sur lesquels la palette aromatique est vraiment boostée vers les fruits secs. Et on ne cherche pas trop, non. Surtout en rosé. Merci. Et bien justement, allons voir un peu ce qui s'est passé en période 4. C'est vrai que sur nos réseaux, on a vu que il y a eu des pointes en période 3, donc a priori, les viticulteurs qui avaient un accès à l'irrigation n'ont pas hésité à utiliser ce levier. Émilie, je te laisse avancer sur la période 4. Donc, sur la période 4, c'est bien la période d'accumulation des sucres, donc qui commence à partir de la véraison. L'objectif en rosé de Provence, c'est bien d'avoir une P4 qui se fasse de manière rapide et sans à-coups pour atteindre notre objectif de production.
Donc, je veux bien passer à la slide. Super. Donc, on souhaitait vous proposer ce deuxième sondage. Alors, ce deuxième sondage, alors le premier était justement sur la qualité et les rendements, et le deuxième sur cette période 4, pour vous, comment s'est déroulée la maturité des raisins. Donc, même exercice, hein, vous allez dans l'onglet sondage et vous répondez sur est-ce que ça a été rapide et sans blocage ni effet de concentration de la baie, ou languissante par à-coup avec des difficultés à atteindre la maturité souhaitée, une maturité qui n'arrive pas. Des phénomènes d'asynchronie, un décalage entre le chargement en sucre et les maturités polyphénoliques, donc des composés secondaires, et puis éventuellement d'autres possibilités que vous pouvez préciser dans le chat. Voilà, je vous invite à répondre à ce sondage. Et Émilie, donne-nous la vision que tes données vont pu te révéler sur cette période. Donc, avant d'analyser tous vos retours de ces sondages, on va vous proposer donc notre analyse juste après. Alice, peut-être Marie, je te laisse changer de diapo. Super. Donc, on va regarder en fait deux paramètres en P4. Le premier, c'est donc l'impact de la demande climatique et notamment des vagues de chaleur lors de cette période 4. Et puis, on regardera le paramètre chargement en sucre pour voir justement comment s'est déroulé cette P4 sur la partie fruits. Donc, ce qu'on observe sur cette slide-là et ce graphe, c'est qu'on a eu un nombre de vagues de chaleur moins importante sur cette période que sur les 2 millésimes précédents, avec, comme tout à l'heure, une variabilité spatiale. Et là, pour la période 4, un nombre de jours de vagues de chaleur beaucoup plus important sur les littorales, donc ce qui a pu avoir un impact. C'est vrai pour le secteur littoral, pour le centre-Var et le Haut-Var. Et on n'oublie pas non plus, malheureusement, cette période d'incendie qui a eu au même moment sur les vagues de chaleur du 15 août et donc les incendies au niveau des secteurs centre-Var. Donc, qui ont eu un impact. Mais on a eu globalement des vagues de chaleur moyennes, sauf sur les territoires qui ont l'habitude d'avoir des vagues de chaleur à cette période-là. Et donc, 2021 n'a pas manqué à l'appel sur ce paramètre-là. Si on passe sur la diapo suivante, donc ce qu'on regarde maintenant, c'est l'indicateur sucre. Donc, à partir du moment de la véraison, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on a suivi en fait le chargement en sucre en regardant d'un côté l'évolution du poids des baies et de l'autre l'évolution de la concentration en sucre. En fait, pourquoi on regarde cette cinétique de chargement en sucre? On veut vraiment visualiser en fait si la maturité se passe bien ou si on a soit des phénomènes de ralentissement et donc d'à-coup pendant cette phase d'accumulation ou même des phénomènes de concentration où en fait la baie ne continue plus à se charger mais c'est un phénomène de dessèchement des baies qui va augmenter la concentration en sucre. Donc, c'est ce qu'on souhaitait imager par ces données-là. Donc, en fait, quand on regarde entre 2020 et 2021, on voit qu'au niveau de la concentration en sucre, donc de l'ATAVP, on est sur des valeurs qui sont quasiment similaires. On était entre 12,5 et 13. Par contre, on voit vraiment une différence significative entre 2020 et 2021. Au niveau du poids des baies en moyenne, on était 30% supérieur en 2021 par rapport à 2020. Et au niveau du chargement en sucre, on était 20% supérieur en 2021 par rapport à 2020. Donc, on a eu, en fin de compte, en moyenne, des plus grosses baies qui ont pu se charger de manière plus conséquente qu'en 2020. On peut passer à la diapo suivante. Et du coup, donc par rapport à ce que je viens de préciser, Thibaut, est-ce que tu peux compléter peut-être sur les outils et puis les conclusions par rapport à cette période 4? Bah oui, parce qu'en fait, ce portrait pardon, que tu dépeins de la fin de la période 4, il était quelque part prévisible. On avait une longue P2, une petite P3, et ça, comme on le disait au début, on sait que ce sont des conditions qui sont favorables à la programmation de grosses baies. Et les grosses baies, en général, elles mettent plus de temps à mûrir, sauf si les conditions de mûrissement sont bonnes, parce qu'elles doivent accumuler plus de sucre.
Donc, on révèle ici, avec cette analyse séparée de la quantité de sucre par B et la concentration de sucre par B, un point nouveau qu'on ne verrait pas si on avait suivi que la concentration. Parce que la concentration en sucre, comme tu l'as bien dit, elle peut être le résultat de deux phénomènes. Un phénomène lié au bon fonctionnement photosynthétique de la plante. Les feuilles accumulent et font circuler vers le fruit de manière constante un flot de sucre qui permet au fruit de bien mûrir. Mais aussi, on peut avoir un fruit qui s'arrête de mûrir parce que la vigne est trop stressée et observer quand même une augmentation de la concentration en sucre parce que, comme tu l'as dit, le volume est réduit alors que le mûrissement est stoppé. Et ça mène à une asynchronie parce qu'on a une concentration en sucre qui augmente, qui augmente, qui augmente. On a l'illusion que la plante mûrit alors que le mûrissement est arrêté. Et ça, la seule façon de le voir pour ne pas se faire leurrer, c'est de mesurer à la fois la concentration en sucre, mais aussi le volume ou le poids, la masse de cette baie dans laquelle cette concentration est observée. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet ensuite de distinguer le moment où physiologiquement la plante a effectué sa transition entre je suis le fruit, j'écoute la plante et elle me donne du sucre, à je suis le fruit, je n'écoute plus la plante et maintenant tout retard dans la date de vendange me met à risque de me dessécher avec des conséquences sur le rendement et sur la qualité qui sont évidentes. Et donc connaître le moment d'apparition de ce point, c'est aider l'œnologue à prendre une décision plus informée pour rationaliser le choix de la date de la vendange. Donc c'est ça que on veut mettre en avant, c'est que un outil très important pour le coach, c'est d'effectuer ce suivi dynamique et de bien séparer ce suivi de la concentration. Il s'agit bien du suivi en quantité de matière, en quantité de sucre par B, qui va nous permettre de révéler une nouvelle étape qui est atteinte dans la maturation. Donc ce qu'on observe, c'est que cette P4, dans la plupart des cas, comme elle s'est déroulée dans des conditions climatiques qui étaient assez peu stressantes, il n'y avait pas beaucoup de vagues de chaleur, elle était finalement assez courte, bon, ben, c'est plutôt bien parce que ça nous permet de ne pas trop retarder le moment de la vendange. Tant qu'on a eu un bon soulagement du déficit hydrique, on a pu finalement accélérer, faciliter le bon déroulement de cette charge en sucre, ce qui nous a permis d'obtenir à la fois des baies de plus grande taille et des baies qui ont complété leur cycle de chargement en sucre à l'issue d'une dynamique régulière de chargement. On n'a pas vu des arrêts, puis des redémarrages, puis des arrêts, ce qui est en général préjudiciable à la qualité finale. Mais ça, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vagues de chaleur. En revanche, on a vu beaucoup de vagues de chaleur, comme le potentiel était tel qu'on allait avoir des grosses baies qui allaient être nécessaires de remplir pour atteindre la maturité. Ben, ces grosses baies, elles sont aussi plus sujettes à des vagues de chaleur puisqu'elles offrent une surface de contact avec l'atmosphère plus importante. Ok, merci beaucoup. Et alors, effectivement, dans notre sondage, hein, la plupart des participants évoquent les difficultés dans cette maturité qui a été assez languissante par à coup, avec des difficultés à atteindre la maturité souhaitée. Donc, je pense qu'il y a aussi plusieurs participants qui n'ont pas accès à l'eau d'irrigation, puis qui ont été victimes un peu à la fois de ces grosses baies, de cette vague de chaleur et de certains à-coups, alors que les conditions n'étaient pas si défavorables que ça climatiquement sur la période 4. Je te propose, Émilie, de nous emmener jusqu'à la fin de l'aventure, hein, puisqu'en Provence, on a très peu de période 5, puisqu'on récolte des rosés essentiellement. Donc, on est un petit peu, on ait le temps, on avait prévu un peu plus d'une heure, mais pour qu'on ait le temps de répondre à des questions et de laisser nos participants repartir avec des éléments pour 2022. Tout à fait, ça va être très rapide sur cette période 5 avant qu'on conclue et qu'on puisse échanger. En fait, on l'a très rarement vu sur ce millésime, quel que soit le secteur. C'est de toute façon pas une période qu'on recherche en rosée de Provence et on a en fait souvent vendangé au moment en phase de chargement et donc pas atteint cette période 5. Très bien. Donc, voilà, donc ce qu'on peut garder en tête, hein, moi ce que j'ai retenu, c'est que donc, sur cette année, la période 2, une sortie d'hiver hein, qui était d'abord un hiver sec, et on en reparlera tout à l'heure, la période 2 marquée par ce gel historique, mais surtout une accumulation en temps thermique à la fois lente, mais qui s'est accélérée à partir de mi-juin. Donc, ce que disait Thibaut, hein, c'est sur des conditions telles
il vaut mieux éviter, il n'y a pas d'irrigation qui sont nécessaires en période 2. Et en revanche, les conditions sont un peu réunies pour un été qui va être compliqué à gérer. Et ça s'est traduit en période 3 avec une période de stress en fait assez courte, mais intense par secteur. Hein, donc je le mettais dans le commentaire, c'était plutôt l'ascension du Mont Ventoux que des monts d'Ardèche, et qui faisait passer la satisfaction des besoins en eau sous un seuil d'alerte avant la véraison. Donc c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau d'irrigation, ça pouvait être compliqué et présager des difficultés sur la période 4. Donc c'est vrai que c'est une année où l'irrigation a pu faire la différence et rattraper un certain nombre de difficultés. Évidemment, si on a accès à l'irrigation, cette période 4 avec oui, une vague de chaleur assez marquée au niveau du 15 août, mais statistiquement, hein, historiquement, moins marquée que les années précédentes, était plutôt favorable à un chargement actif, régulier et assez rapide des sucs, donc plutôt favorable à un bon potentiel qualitatif, évidemment, si on a accès à l'irrigation. Et puis la P5, comme tu le disais, qui est rarement atteinte, mais évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions sur du rouge, on pourra tout à fait y répondre. Et donc, voilà, en synthèse, c'est vrai que l'irrigation a été critique en période 3, avec cette précaution hein, de ne pas irriguer trop tôt non plus sur la période 3 pour bien continuer à entraîner la vigne aux étapes suivantes. Marie, si tu peux passer. Et donc, dans nos discussions hein, sur qu'est-ce qu'on peut retenir pour 2022 ? D'abord, ce qu'on peut retenir, c'est que on voit bien hein, que ce cadre analytique, on peut l'observer en temps réel hein, pendant la saison, et c'est ce que fait la SCP avec l'appui de ses partenaires de Fruition et des chambres d'agriculture, d'essayer de diffuser des bulletins d'information sur le match qui est en train de se passer, la course qu'on est en train de vivre, à retenir hein, de bien observer la période 2 bien ajustée, c'est pratique, elle est vraiment déterminante pour savoir en fait quel type de vigne on va devoir driver pendant toute la fin de la saison, et elle détermine vraiment la trajectoire potentielle du millésime. Je ne dirais pas que les jeux sont faits, mais en tout cas, le cadre dans lequel on va pouvoir évoluer est vraiment fixé à la fin de la période 2. La période 3, elle est critique, mais elle est critique pour éviter des stress trop marqués, mais aussi pour former la résilience du vignoble à long terme. Donc la date de soulagement du déficit hydrique, hein, on le martèle un peu, elle est vraiment importante, ne pas irriguer trop tôt, ne pas être tenté d'irriguer trop tôt, puisqu'en fait, après, on risque sur des temps longs en fait, de le payer. Et puis, bien faire attention sur la phase de maturité, hein, de bien distinguer les phénomènes de déshydratation des baies, etc., donc de concentration en sucre. Il faut mesurer vraiment l'accumulation active des sucres, le poids de sucre qui est dans les baies, et c'est un indicateur qui facilitera le suivi. On profite de la période de la présence de Thibaut hein, et aussi de son expérience dans d'autres pays, dans d'autres contextes. On a observé hein, que ces phénomènes qui se répètent de millésime en millésime sont un peu des marqueurs du changement climatique. J'en ai retenu deux dans les dernières conférences qu'on a faites. Le premier, c'est la sécheresse hivernale, d'ailleurs qu'on est en train de vivre. Hein. On vient de passer 2 ou 3 semaines sans pluie avec des vents très desséchants, etc. Et donc, est-ce que tu as des éléments sur éventuellement l'impact de cette sécheresse hivernale? Et puis, le deuxième point, peut-être, c'est de ton expérience, comment des soulagements de déficit hydrique en période 3 peuvent agir. Avec le changement climatique, on se rend bien compte que le décalage en fait, entre la maturité phénolique et la concentration en sucre est de plus en plus marqué. La plupart des œnologues nous disent ben, c'est très hétérogène, on a plein d'asynchronies, etc. Quels sont les éléments que tu peux nous rapporter de tes expériences à travers d'autres contextes plus arides pour nous éclairer sur ces 2 périodes peut-être un petit peu moins connues. Puis n'hésitez pas surtout à mettre des questions dans le chat que je pourrais relayer à Thibaut. D'accord, donc je vais répondre dans l'ordre. La première question, c'est qu'en est-il des conséquences pour l'année à venir de l'aridité hivernale?
L'aridité hivernale, c'est un gros sujet au niveau mondial, hein, puisque en Argentine, on n'en a pas d'eau dans les sols. En Californie, cette année, ça a été la sécheresse hivernale la plus marquée. Et on a vraiment envie de corréler ça avec des variations du potentiel de rendement. Alors, on sait que le potentiel de rendement s'élabore en plusieurs étapes sur au moins 18 mois. Les derniers travaux montrent plutôt même 24 mois. Mais donc les conditions du déficit hydrique en période 2 et en période 3 vont prédéterminer la quantité de grappes et la taille des grappes de l'année d'après. Ça, c'est relativement bien connu. Là-dessus, il faut ajouter les conditions au moment de la pollinisation, entre la floraison et la nouaison de l'année en cours. Mais il y a ce gros mystère autour de la période 1 et des relations de cause à effet entre l'humidité des sols et l'activité bactérienne, notamment l'activité microbiologique qui vise à rendre assimilables par les plantes les composés nutritionnels, notamment l'azote. Et on se demande dans quelle mesure l'impact d'une sécheresse en P1 va réduire le potentiel fructifère qui va être observé en période 2, puisque la floraison a lieu pendant la phase d'allongement foliaire. Donc nous, on se pose beaucoup de questions là-dessus, et c'est vrai qu'il pourrait être envisageable, en l'absence de meilleures informations, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est un sujet de recherche, mais c'est peut-être une bonne pratique d'envisager une réhumectation avant le débourrement, afin de remettre un petit peu en marche toute la physiologie racinaire, et notamment les symbioses que le système racinaire entretient avec les mycorhizes et avec les bactéries du sol. Voilà pour ce qu'on attend finalement des conséquences pendant la millésime 2022 de cette aridité hivernale. Et la deuxième question, c'est ce problème d'asynchronie où on entend souvent, moi j'ai assez de sucre, mais la maturité n'est pas là, les arômes ne sont pas là, les tanins sont astringents, mes pépins restent verts. Et ça, on est en plein dans un sujet qui a été vraiment mis en avant au départ par les Australiens, parce que ça a été les premiers à prendre de front cette asynchronie dans l'accumulation des métabolites primaires, sucre, ou bien réduction des acides, enfin tout ce qui est dans la pulpe, en gros, d'une part, et tout ce qui constitue les métabolites secondaires, donc à la fois les arômes, mais aussi les flavanols, c'est-à-dire les composés polyphénoliques, ce qui mène à la couleur, ce qui mène au tanin. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que lorsque on n'impose pas de stress en période 3 parce qu'on surjoue la carte de l'irrigation, eh ben, on a tendance à accélérer l'accumulation des sucres, mais en même temps de retarder la coloration des baies, ce qui mène à une asynchronie entre le moment où la quantité de sucre par baie est suffisante, c'est-à-dire que la P4, on programme des baies pour avoir beaucoup de sucre, elle l'accumule parce qu'on dope un petit peu la plante en eau, mais on ne va pas être satisfait par les composés secondaires, les arômes ne seront pas présents, on va avoir des goûts végétaux, et on va peut-être choisir de repousser la date de la vendange, pas parce qu'on n'a pas assez de sucre, on aura certainement trop de sucre, mais parce qu'on espère donner un petit peu plus d'influence positive en termes qualitatifs, parce qu'on laisse le fruit plus longtemps sur la plante. Le problème, c'est qu'à la fin de la P4, la plante et le fruit se retrouvent hydrauliquement déconnectés. Donc tout ce qu'on fait en retardant le moment de la vendange après que la charge en sucre ait été complète, c'est perdre du rendement et c'est laisser le fruit à la merci des hautes températures, des basses températures, de la surexposition à la lumière. En gros, c'est plus la plante qui est vraiment qui influence le fruit, c'est le climat. Et donc, on n'a pas vraiment intérêt à, par nos pratiques en période 3 de surirrigation, augmenter cette asynchronie parce que c'est très dangereux. On observe en fait dans les pays du Nouveau Monde des pertes de rendement sur 2-3 jours qui peuvent être aussi marquées que moins 30%, moins 40%, simplement parce que la baie se déshydrate. Elle se déshydrate même si la vigne est bien hydratée, parce que finalement, le fruit et la vigne sont déconnectés. La vigne, le fruit va se déshydrater parce que l'effet four de l'herbe va être très marqué. L'herbe va avoir une pression de succion de l'eau très importante, et donc le fruit va se dessécher, le rendement va chuter. Donc ça, c'est le deuxième point, et ça, on l'observe un petit peu partout.
ça a été observé très précocement. On parle des années 2000 dans les vignobles arides qui avaient accès au levier irrigation. Et finalement, l'erreur qui a été observée entre 2000 et 2010, c'était de beaucoup trop irriguer en P3. Ce qui avait pour conséquence d'augmenter la taille du fossé entre le moment où le chargement en sucre est fini, la fin de la P4, et le moment où les œnologues jugeaient que la maturité polyphénolique était là. Et du coup, on se retrouvait avec des fruits qui avaient des arômes de figue et puis qui avaient des concentrations encore plus élevées, mais cette fois-ci par concentration passive. Alors, j'ai justement... Tiens, si tu peux passer la slide après, s'il te plaît, Marie. Merci pour ces remarques. J'ai des remarques dans le chat sur le sol et son fonctionnement. On n'en a pas beaucoup parlé, même si on l'a évoqué là un petit peu pour la P1. Jean-Jacques Balikian, en Sainte-Victoire, qui nous dit qu'on doit aborder le bon fonctionnement du sol, fertilité, matière organique, vie biologique, la qualité de la taille, respect des flux de sève et l'entretien du sol en P2, P3. Hein, c'est des facteurs. Effectivement, on a fait un focus sur la question de l'irrigation, mais le bon fonctionnement du sol est vraiment important et peut-être vous pourrez nous donner quelques éléments. Et Jean-Nicolas de Tourbet de Mycophyto, hein, qui nous dit effectivement de gros enjeux autour du stress hydrique et de mesures autour de la vie du sol et de l'amélioration des symbioses. Il y a un projet Mycovigne qui est mené avec le Centre du Rosé, dont on suivra les résultats avec intérêt. Et juste là, dans la slide, je l'évoquais, on a ce projet Objectif Rosé qu'on mène en partenariat avec le Centre du Rosé, Fruition Sciences et puis les chambres d'agriculture pour essayer d'avancer et de travailler sur d'autres leviers, bien sûr sur le levier irrigation, mais aussi sur les autres leviers pour pouvoir proposer des solutions d'adaptation au changement climatique et des bonnes pratiques. Donc sur la partie du sol, Thibaut, si tu as des éléments, il y a un truc. Oui, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que nous, on utilise la plante comme le témoin de l'impact de la gestion du sol sur son état physiologique. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, c'est évaluer l'impact positif ou négatif du maintien en bonne santé de l'état du sol. En revanche, ce qui est vraiment un sujet d'exploration, c'est comment entretenir ce sol pour qu'il permette à la plante de maintenir ses indicateurs physiologiques là où on souhaite qu'il soit. Donc nous, finalement, avec la plante, on a l'effet global du sol sur son fonctionnement, avec la relation entre les irrigations et le climat sur le flux de sève, on a l'impact du soulagement des déficits hydriques sur le fonctionnement photosynthétique et sur la consommation hydrique de la plante. C'est ce qui nous permet notamment de ne pas confondre la sécheresse avec la canicule sur la tension dans la colonne d'eau. Dans le passé, on regardait via le potentiel foliaire comment soit le manque d'eau dans le sol, soit le manque d'eau dans l'air étirer la colonne d'eau et donc augmenter la tension. Mais il est faux de penser que quand la tension de la colonne d'eau est très forte, il y a moins d'eau qui sort. En fait, des fois, c'est même l'inverse qu'on observe. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est confondre finalement l'effet du sol avec la tension de la colonne d'eau dans la plante. Et donc, finalement, l'effet du sol, on le connaît mieux à travers l'analyse du flux d'eau qui augmente ou qui diminue dans la plante qu'à travers l'analyse de la tension de la colonne d'eau dans la plante qui, elle, reflète à la fois l'effet du sol et l'effet du climat. Donc, je dirais qu'on est en train d'explorer un petit peu mieux l'effet du sol à travers l'analyse des flux d'eau qui lient la plante à l'atmosphère et au sol. Tout à fait. Et pour compléter sur le projet Objectif Rosé, en fait, on a justement 21 sites au niveau de la Provence et on regarde vraiment l'impact des pratiques au sens large sur le vécu hydrique de la plante. Donc, on va prendre en considération tous les paramètres, donc à la fois effectivement le travail du sol, mais aussi tout ce qui peut être travaux en verre, tout ce qui aura un impact direct ou indirect sur la gestion du stress hydrique. Donc, effectivement, c'est des questions qu'on se pose et vous faites bien de soulever cette question. Alice, on a... Ouais. Je l'ai mis dans le chat, juste pour information, il y a un beau projet qui a été mené, qui s'appelle le projet Adamos, qui était financé par l'ADEME en Sainte-Victoire, sur l'effet des apports massifs de matière organique sur les sols et sur la résilience des vignobles. Et donc, la SCP était partenaire de ce projet. Et je pense que ce serait intéressant, Jean-Jacques, hein, que vous partagiez plus largement les résultats de ce type d'initiatives qui sont très intéressantes. Et Eric Audibert qui demande où trouver les résultats du projet Adamos. Donc, Jean-Jacques, je vous laisse éventuellement répondre.
et on n'hésitera pas à faire des petites communications dessus. Il y avait une question un peu plus haut dans le chat sur l'utilisation du NDVI. Antoine, vous disiez l'utilisation pour la mesure du stress hydrique, une mesure NDVI semblerait-elle intéressante en complément des mesures de flux de sève? Donc, il ne faut pas confondre, hein, le NDVI, c'est le taux de recouvrement par la chlorophylle du sol. Et ce taux de recouvrement, il ne reflète pas l'état hydrique de la plante. On peut avoir au début beaucoup de chlorophylle qui recouvre le sol, donc un NDVI élevé. L'état hydrique, ce n'est pas la concentration en chlorophylle. Donc, ce qu'on peut peut-être avoir, si on a des photos NDVI tardives, c'est une image de l'impact de l'état hydrique sur la perte des feuilles, et donc indirectement relier ça à des stress hydriques. Mais le NDVI, ça mesure la chlorophylle, ça ne mesure pas le statut hydrique. Et en revanche, le NDVI peut être utile pour positionner, par exemple, un capteur pour trouver, pour qu'il soit représentatif dans une parcelle, etc. On va Alors ça, pas mal oui, s'en suivre comme absolument. ça pour avoir une vision un peu plus spéciale. Le NDVI est super intéressant pour évaluer la taille et la forme des zones qui se comportent de manière à peu près homogène. Et donc, ça nous permet finalement de structurer spatialement le vignoble et techniquement, on dit de le stratifier, c'est-à-dire de discriminer des zones qui vont se comporter plus ou moins de la même façon sur le plan physiologique. Et là, oui, une fois qu'on est dans une zone homogène, on va décider de mettre le paquet en termes de mesures sur quelques vignes qu'on va considérer comme ambassadrices de cette zone qu'on qualifie comme étant uniforme sur la base du NDVI. Oui. Mais on ne confond pas finalement le NDVI avec le statut hydrique. Mais ça renforce finalement la capacité d'échantillonnage. Super. Bah, écoutez, Jean-Jacques Baliquian qui annonçait qu'il y aurait une présentation des résultats du projet Adamos dans la journée technique de l'ODG Côte-de-Provence. Ce sera une autre occasion d'échanger techniquement et d'enrichir nos connaissances. Écoutez, on est arrivé au bout de cette conférence. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, d'avoir partagé avec nous vos impressions. On reste sur le résultat des sondages, c'est qu'effectivement, la qualité est au rendez-vous, même si pour certains, la maturité a été difficile à atteindre. En revanche, sur les rendements, à la fois l'effet cumulé de la sécheresse, du gel, plus de la sécheresse dans les secteurs qui n'ont pas d'accès à l'irrigation, ont évidemment diminué les rendements. Donc, on vous souhaite tous bon courage pour le démarrage de ce millésime 2022, en espérant que le printemps nous sera un peu favorable, nous apportera un petit peu d'eau. Et n'hésitez pas surtout à communiquer avec les équipes d'Émilie et des solutions agriculture de la SCP qui se font un plaisir d'échanger, de publier bulletins et autres infos pour essayer de vous aider au mieux dans vos décisions d'irrigation. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir. Et encore, merci au directeur général de la SCP, Jean-Luc Evaldi, qui nous salue, Gilles. Et puis encore une fois, merci à Fabienne Joly qui nous a fait l'amitié d'ouvrir cette conférence et qui montre l'intérêt que nous portons à la SCP aux viticulteurs de toute la région. Et bien, merci à tous et puis à très bientôt. J'espère dans la vraie vie et j'espère autour d'un excellent vin, un excellent rosé de Provence. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.